Un joueur de tennis, moi je dis toujours, c'est comme une petite entreprise que tu dois gérer. Parce que tu dois, on va dire, engager des personnes pour t'aider à évoluer. Tu dois investir sur toi pour, pareil, t'aider à progresser. Mais c'est vrai que tout ça, ça a un coût et un coût très important. J'ai atteint mon meilleur classement quand j'ai commencé à donner mes cours. Et donc, je m'entraînais beaucoup moins, voire quasiment plus. J'ai eu envie de transmettre et je me suis dit, ce serait quand même dommage de pas partager cette expérience, surtout en tant que femme aussi, parce que il y a très peu de coachs femmes que ce soit sur le circuit professionnel, mais également dans les clubs, dans le tennis en général. Ça reste un milieu quand même très masculin. Cette résilience, ça a toujours été quelque chose de fort en moi. Et c'est ça qui m'a fait tenir quand je suis partie à l'âge de 13 ans, et c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi un moteur. Bienvenue sur le Sens au carré, le podcast produit par Awake qui inspire les jeunes de tous les âges dans la quête de sens. Les invités partagent leurs expériences, tips et questionnements autour du sens et de leurs actions. Je m'appelle Lucie et ce qui donne du sens à ma vie, c'est de partager les choses qui me passionnent, avec toujours une pointe d'humour. À l'origine, je suis ingénieure en informatique et comédienne. Deux choses tellement éloignées mais qui font de moi une sorte de sportive de haut niveau dans la quête de sens. Aujourd'hui, je suis responsable digital chez Awake, une entreprise qui conçoit et anime des ateliers de connaissance de soi et qui a pour mission de permettre à chaque jeune de mieux se connaître pour libérer son potentiel et trouver sa voie. Allez, c'est parti pour l'épisode. Le sport et la détermination. Bah oui, parce que aux portes des JO 2024, j'étais un peu obligée de vous préparer un épisode dans l'univers sportif. Car aujourd'hui, être sportif professionnel, ça demande aussi de gérer des éléments qui sont bien loin du vestiaire ou de l'entraînement. Bah oui, son image, sa carrière, son agenda, son réseau, son budget, bon, bref. J'ai le plaisir d'accueillir Pauline Payette, aujourd'hui une tenniswoman française qui répond à l'appel du Sens au carré en plein tournoi pour nous parler de ce sport qui la passionne depuis son enfance à La Réunion et qui lui a permis d'atteindre son meilleur classement en France, 40e s'il vous plaît, tout en menant son activité de coach de front. Vous comprendrez rapidement que pour Pauline, chaque projet est un nouveau challenge et que si un échec ou un moment de doute peut faire partie du jeu, l'abandon n'est jamais envisageable. Bonne écoute! Bonjour Pauline, bienvenue sur le Sens au carré. Bonjour Lucie, merci de m'accueillir et de m'avoir invitée. Je suis ravie vraiment de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je voulais avoir quelqu'un du monde du sport dans ce podcast, parce que c'est pas forcément un univers qu'on croise beaucoup dans le milieu de Wake, dans le développement personnel, tout ça. Et du coup, je suis contente de faire un pont aujourd'hui entre ces deux mondes-là. Avant de commencer, ma première question, c'est Pauline, qu'est-ce que c'est ton dernier kiff ? Mon dernier kiff dans la vie, dans le tennis La dernière chose qui t'a fait plaisir. La dernière chose qui m'a fait plaisir, là récemment j'ai gagné un très beau match. C'était samedi dernier, donc très accroché. J'ai battu la numéro 20 française après un long match de 2h30 et c'était vraiment très serré. On était au coude à coude et puis j'ai réussi à super bien finir le match, à bien gérer les émotions et donc c'était vraiment très satisfaisant et ça fait vraiment du bien. Tu m'étonnes, au bout de 2h30 de match, tu dois être Enfin, c'est la rage que tu dois avoir quand tu gagnes. C'est vraiment dur parce que c'est une très bonne joueuse qui est tenace, qui lâche rien. Et donc, au tennis, on sait qu'il y a toujours un vainqueur une vainqueur et une perdante. Et donc, ouais, ça fait toujours du bien de sortir vainqueur de ce genre de combat. Et ça fait beaucoup de bien au moral. Alors, j'ai profité de ce moment-là alors pour que les auditeurs et auditrices puissent savoir un petit peu mieux qui tu es. Et est-ce que tu pourrais, du coup, en profiter pour te présenter de la façon dont tu en as envie. Bien sûr. Alors, je m'appelle Pauline Payette, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans dans quelques jours. Et je suis donc actuellement joueuse de tennis, on va dire professionnelle, et également coach de tennis professionnel, et également créatrice de contenu tennis sur les réseaux sociaux. Donc on va dire que j'ai 3 casquettes. J'ai commencé le tennis à l'île de la Réunion il y a quelques années, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. Et je faisais partie des meilleurs, donc j'ai continué. Je suis partie en métropole à l'âge de 13 ans pour justement me professionnaliser, être
voilà, avoir des joueuses plus fortes autour de moi, un meilleur entourage. Et j'ai continué d'évoluer comme ça au classement. Je suis montée à la 577e place mondiale au mieux et à la 40e place française, pareil au mieux. Et depuis 2017, je fais 2 activités en parallèle, donc à savoir l'activité de joueuse, donc les tournois le week-end, et l'activité de coach la semaine avec des élèves, des adultes, des jeunes, du loisir, de la compétition. Donc c'est assez varié. Et il y a un petit peu plus d'un an, je me suis également lancée dans la création de contenu vidéo principalement sur les réseaux sociaux autour du tennis. Voilà, donc on va dire que j'articule ces trois casquettes-là au quotidien. Waouh! Je pense qu'il y a des matins, tu dois pas trop savoir où donner de la tête, non? Non, c'est vrai que j'ai des très grosses journées, des très grosses semaines. Parfois, j'ai même pas le temps de manger, je mange en voiture, donc bon, c'est assez chargé de ce côté-là. Mais bon, en tout cas, je suis encore jeune, donc je me dis que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Le tennis pour moi, c'est une vraie passion. Et là, le fait d'avoir le côté joueuse, le côté coach et le côté vidéo, transmission, partage, et ben c'est vraiment, on va dire que j'ai toutes les facettes. Et c'est hyper enrichissant. Et même si les journées sont très chargées, je suis quand même très contente d'arriver à faire tout ça. Ok. Et du coup, donc toi, tu as commencé le tennis à 8 ans, Oui. ok? Et est-ce que t'as une famille qui fait beaucoup de sport, t'as une famille dans le tennis, ou c'était vraiment par hasard, t'as vu de la lumière dans le club et t'es rentrée? Alors, pas du tout. Mon père avait toujours adoré le tennis, mais il en avait jamais fait. Ma mère, pas plus que ça. Donc, ils étaient quand même sportifs tous les deux. Et à la base, moi, il m'avait inscrit à la natation quand j'avais 6 ans, parce que je vivais à l'île de la Réunion. Je suis réunionnaise. Donc, je suis née là-bas et je vivais là-bas. Et là-bas, le week-end, c'est plage, c'est surf et tout ça. Donc, on est tout le temps dans l'eau. Et donc, c'était hyper important pour mes parents que j'apprenne à bien nager. Donc ça a été un de mes premiers sports, la natation, que je faisais au sein d'un club de tennis. Euh, donc, tous les mercredis, quand j'allais à la piscine, à la natation, je passais juste à côté des cours de tennis. Donc, je voyais du tennis toutes les semaines, sans forcément y jouer, puisque moi, j'allais à la natation. Et malheureusement, donc j'ai commencé à faire mes cours de natation pendant 1 an et demi. Et à 7 ans et demi, 8 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes aux oreilles, au tympan. Donc, j'ai dû me faire opérer des 2 oreilles. Donc, j'ai eu 2 grosses chirurgies à droite et à gauche. Et à cause de ça, c'était pas hyper recommandé de mettre la tête sous l'eau. Enfin, je pouvais pas justement mettre la tête sous l'eau. Donc, en soi, je pouvais faire la natation, mais c'était très contraignant, surtout pour une enfant de 7 ans et demi, 8 ans. Il fallait mettre des bonnets, enfin mettre plein de protections, tout ça. Donc, c'était pas génial. Et donc, en plein milieu de l'année, mes parents m'ont dit, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que moi, je voulais faire un autre sport. Et c'est là où je leur ai dit, vu que je passais tous les mercredis devant les cours de tennis, je leur ai dit, pourquoi pas tester le tennis. Et c'est comme ça que j'ai pris une première raquette. Donc j'ai intégré un groupe en cours d'année. Et là, je me rappelle, j'ai tapé mes premiers balles et j'ai juste adoré la sensation. J'ai ressenti. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, je me suis jamais arrêtée, quoi. Ah, c'est génial! J'imagine trop les petites Pauline avancer comme ça en regardant. C'est ça. C'est Parce que sympa. moi j'étais c'était l'inconnu quoi, parce que en plus j'arrivais en cours d'année, donc c'était pas facile, parce que le groupe avait déjà fait, il me semble que c'était 6 mois, déjà 6 mois de cours, donc ils avaient déjà joué. Puis moi j'arrivais comme ça, toute nouvelle, j'avais jamais tenu une raquette dans la main, donc ouais c'est vrai que c'était pas facile, mais j'ai eu des facilités aussi tout de suite. Donc j'ai réussi dès le premier cours, dès les premières balles en fait, j'ai réussi à faire des échanges, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et après, c'est allé assez vite. 6 mois plus tard, j'étais dans l'école de compétition du club. 9 mois plus tard, j'étais championne de la Réunion 9 ans. Ah ouais, grave. Non, mais d'accord. Donc en fait, c'est allé très très vite. Puis après, j'ai commencé à partir avec la Ligue de la Réunion, faire des tournois nationaux. Voilà, jusqu'à après partir à 13 ans et continuer cette petite carrière. Est-ce que tu te souviens ce qui se passe à ce moment-là pour toi quand t'as 9-10 ans? Est-ce que t'es vraiment dans un mood où t'as envie d'être une championne et t'es au taquet, ou juste tu t'amuses et tu te rends pas vraiment compte de ce qui se passe, des tournois?
Alors, à 9-10 ans, je dirais que j'étais vraiment hyper contente parce que j'ai eu la chance de gagner, en fait, tous les tournois que je joue à La Réunion. J'étais vraiment numéro 1 de La Réunion. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça parce que j'ai gagné tout de suite pas mal de coupes. Donc, j'étais vraiment super contente. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'à cet âge-là, je pense qu'il y avait... Parce que quand j'ai commencé à jouer au tennis... je me rappelle, c'était l'année où je commence à regarder aussi Roland Garros. C'était en 2004, voilà. Et là, ça m'a à partir du moment où j'ai regardé Roland Garros, ça m'a vraiment. Je me suis dit ah tiens, j'aimerais bien être à cet endroit un jour. Mais après, c'était assez difficile de savoir comment, de savoir tous les efforts qu'il faut faire pour y arriver. Donc, on va dire que c'était plus un rêve d'enfant plutôt qu'un objectif au départ, sans trop savoir ce que ça pouvait engendrer comme sacrifice, comme effort. Mais c'est vrai que en gagnant plusieurs tournois, en partant pour le tennis, parfois du coup forcément je ratais l'école pour partir une semaine en métropole, tout ça. Donc on se dit mine de rien quand même il y a peut-être quelque chose. Et voilà. Et donc c'est vrai que c'était quand même dans un coin de ma tête ce rêve de devenir une championne. Il y a une grosse communauté de tennis à La Réunion où c'est Ouais, franchement, il y a vraiment pas mal de licenciés. Il y a beaucoup de clubs, il y a du dur, il y a de la terre battue. Et après, moi, je le compare toujours plutôt au Dom-Tom, donc à la Guadeloupe, à Martinique. Et je trouve qu'à La Réunion, vraiment, il y a une belle énergie autour du tennis. Et ça fait vraiment plaisir. Il y a des tournois, il y a des joueurs, il y a beaucoup de clubs. Et partout sur l'île, vraiment aux quatre coins de l'île. Et ça, c'est vraiment super. Après, forcément, le nombre de joueurs reste limité par rapport à la métropole, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 13 ans, avec mes parents, on a décidé que je parte. Et alors, du coup, ce départ, donc, toi, à 13 ans, t'es au collège? C'est ça. Oui, j'avais fait la 6e à La Réunion, en collège classique. Voilà, avec un petit aménagement pour pouvoir faire un petit peu plus d'entraînement tennis. Voilà, et j'ai fait aussi la 5e après en cours par correspondance. Ok. Au CNED. Et puis ensuite, je suis partie en métropole. C'est fou parce que ça demande des cours par correspondance, du coup, en 5e. Ça demande déjà une vraie capacité à dire, ok, alors il y a mon sport, dans un coin de ta tête, quasiment un peu ta vie pro, quoi. Ouais. Et en même temps, mes études qu'il faut que je gère, ça responsabilise beaucoup la petite fille de 12 ans, la Aldo de 12 ans que t'étais, quoi. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très sérieuse et très autonome. Donc là, le fait d'avoir été justement mise face à ces cours par correspondance où j'étais seule à la maison, où il fallait que je m'organise, où il fallait que je sois autonome, et c'est vrai que j'ai passé un cap aussi par rapport à ça, même si je l'étais déjà un petit peu. Et donc forcément, t'as pas le choix parce que c'est vrai que quand t'es à la maison, tu peux très bien te laisser aller, tu peux traîner, regarder la télé, tes parents sont pas là. Donc c'est vrai que c'est pour avancer, il faut vraiment être discipliné. Donc j'essaie de me faire un planning comme si j'étais en fait en cours normal, en me disant voilà, là je fais 1 heure de maths, 1 heure d'histoire, et puis après j'avais mes entraînements aussi. Donc c'était pas toujours facile. Parfois c'était pas facile à respecter. Mais en tout cas, j'essaie de le faire au mieux parce que c'est vrai que le rythme des cours par correspondance est assez dense et je trouve aussi plus dur parce que du coup, on n'a pas un prof qui est là pour nous expliquer. Donc, c'est un petit peu plus de boulot aussi. Il y a pas mal de devoirs à faire et à rendre. Et donc, à ce moment-là, toi, t'es encore à La Réunion ou t'es à Paris, là? Alors là, en 5e, j'étais toujours à La Réunion. Okay. Et je suis partie à la fin de la 5e. Et alors, c'est arrivé en métropole. Donc, du coup, tu étais déjà allée pour des tournois, si j'avais bien compris. C'est ça. Oui, je venais à peu près... donc, je venais faire 2-3 tournois nationaux. Donc, c'était à chaque fois une semaine dans l'année. Et après, je venais un mois et demi l'été pour faire une tournée de tournois où j'enchaînais plein de tournois à un endroit. Et donc, je faisais ça depuis l'âge de 9 ans. C'est fou. Tes copines, elles devaient être en mode waouh. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est une vie à part. C'est une vie à part parce que c'est beaucoup d'entraînement, parce que c'est beaucoup de déplacements, de sacrifices. Il y a eu
plein de tous mes anniversaires par exemple, j'étais rarement avec ma famille, avec mes amis parce que j'étais en tournoi, c'était l'été du coup en juillet. Et donc ouais, il y a des petites choses comme ça qui sont pas faciles, mais bon le chemin est quand même beau. Donc je suis quand même très contente d'avoir vécu cette vie-là, même si c'était pas toujours facile. Bah non, mais après, c'est intéressant, je trouve, de savoir aussi que même si tu suis ton rêve, t'es embarqué dans un truc qui... Enfin, moi, je fais du tennis quand j'étais petite, j'étais fan complet de voir que s'il y avait des choses comme ça qui étaient possibles. Mais on oublie souvent le côté aussi, bah ouais, en fait, ton anniversaire, tu vas pas forcément le passer avec tes copines, par les sacrifices que tu dois faire alors que t'as 10 ans, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. Et parfois, les gens peuvent ne pas le comprendre. Donc ça aussi, c'est pas évident. Mais voilà, après, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un choix de vie aussi, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, Ok. Et alors, du coup, ce choix de vie, comment ça se passe quand, du coup, en métropole, t'es en sport-études, c'est ça? ouais, c'est ça. Alors la première année, j'étais partie dans le sud, à Nîmes. Ça, c'était une académie. Donc c'était une académie privée. Donc c'est ça, c'est un sport-études. On avait cours le matin. Donc c'était officiellement, on était inscrit en cours par correspondance, mais on avait une petite salle, des petites salles de classe au sein de l'académie où il y avait des profs qui venaient nous faire cours. Donc ça, c'était vraiment bien parce que c'était un bon compromis entre cours par correspondance, je gère tout toute seule, et vraiment aller au collège classique. Ouais, en plus, tu dois te retrouver avec, du coup, d'autres enfants. Voilà, exactement. Oui, on était vraiment une petite classe de 10 élèves. Et donc, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le meilleur compromis. Vous avez tous le même âge à ce moment-là ou il y a des âges qui sont différents? Non, il y avait des âges qui étaient différents. Ça allait de 10 ans, 10, 11 ans, jusqu'au bachelier, donc 18 ans. Et comment tu gères la pression et la compète à ce moment-là? Parce que c'est hyper particulier. Je me souviens de quand je faisais du tennis à bien moins haut niveau quand j'étais ado. Et déjà là, moi, la compétition, c'était un truc qui me terrorisait. Rien que de voir quelqu'un qui était hyper confiant rentrer sur le terrain, je me disais, c'est terminé en fait. Ah oui. Donc du coup, ouais, comment toi tu gérais la compétition et la pression? C'était un truc qui te postait? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai toujours aimé la compétition. J'ai vraiment adoré ça depuis mon plus jeune âge, depuis mes premiers tournois à l'âge de 9 ans. Je me suis jamais dit, tiens là, j'ai pas envie de jouer en match, je stresse. Alors forcément, il y avait du stress, mais ce qui est logique parce que je pense que si on n'est pas stressé avant un match, c'est que quelque part on n'a pas vraiment d'intérêt et on n'a pas vraiment d'objectif par rapport à ça, donc c'est pas top. Pour moi, il y a toujours un petit stress qui doit rester, mine de rien, positif. Et moi, je sais que personnellement, j'ai toujours adoré jouer des matchs. J'ai toujours adoré les challenges, les moments, voilà, quand il y a 4 partout au troisième, que c'est accroché, que c'est serré, qu'il faut faire la différence. Et on le voit, le tennis, c'est un sport qui est en grosse partie mental parce que parfois on est capable de faire des coups. Et puis à certains moments, on peut complètement perdre nos moyens, et c'est pas forcément une question de technique ou même parfois de physique, même si physiquement il faut aussi tenir. Mais c'est vrai que notre manière d'aborder les choses mentalement fait que ça agit positivement ou négativement sur notre jeu et notre perception des choses. Donc donc moi là, à cet âge-là, alors j'ai pas trop de souvenirs, mais je me rappelle que je me mettais pas trop de pression. J'essayais de faire de mon mieux. Après, il y avait forcément du stress. Et à cet âge-là, à 13 ans, 12, 13, 14 ans, on est encore quand même très jeune, donc on se connaît pas encore beaucoup. Mais en tout cas, j'étais vraiment contente à chaque fois que je rentrais sur le terrain pour jouer un match. C'était pas dur pour moi. Ouais, tu kiffais le moment et... Ouais, c'est ça, exactement. Et tu te souviens un peu des tips que tu pouvais avoir pour justement reprendre le mental ou te dire, ok, là tu viens d'enchaîner peut-être 3 balles
faute ou 3 balles dans le filet. Ouais, c'était quoi tes trucs sur le moment pour dire allez, on se ressaisit, on revient Bah là, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Après, il faut essayer de se concentrer, par exemple, quand on fait des fautes. Si, par exemple, on fait 3 fautes au filet, essayer de se dire, bah voilà, la prochaine balle, j'essaie de la mettre 2 mètres au-dessus du filet, de prendre plus de sécurité, plus de marge pour justement retrouver des repères, quitte à parfois jouer un petit peu moins vite. Alors, je pense qu'à cet âge-là, j'avais pas forcément trop ce recul-là que j'ai aujourd'hui. Mais en tout cas, j'essayais de trouver des solutions à chaque fois pour m'en sortir. Et bah parfois c'était pas forcément les bonnes solutions, parfois ça marchait pas tout de suite. Donc c'est aussi un combat contre soi-même, hein. Le tennis c'est un combat contre l'adversaire, il y a un filet entre les deux, mais c'est aussi souvent un combat contre soi-même sur le fait de trouver des solutions, sur accepter que chaque jour est différent, que peut-être que la veille on a fait un super match, on s'est très bien senti physiquement, que on réussissait quasiment tout ce qu'on faisait, et que le lendemain bah c'est peut-être tout l'inverse. Bah ça passe pas, la balle elle sort de 2 centimètres, elle tape la bande, et donc ça peut être hyper frustrant. Et ce qui est important, c'est vraiment d'apprécier le moment présent, de prendre ce qu'on a sur le moment et de faire avec ce qu'on a, parce que c'est une éternelle remise en question. On peut pas se dire ah mais hier je faisais ça, j'arrivais à faire ça et aujourd'hui ça passe pas. Ouais, malheureusement aujourd'hui ça passe pas. Donc qu'est-ce que je fais pour que ça passe et pour trouver des solutions. Donc c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est ce que je dis à beaucoup de joueurs, de parents, tout ça, c'est que le tennis c'est pas un sport rationnel. C'est pas 1 + 1 égale 2. Si je répète 100 services, je vais mettre les services dedans. Non, c'est plus complexe que ça, et c'est ce qui fait la difficulté de ce sport, mais aussi la beauté du tennis. Que je pense qu'il y a quand même 2-3 choses que tu as dû prendre du tennis pour justement ta vie d'après. Mais du coup, là, quand t'es ado, c'est pas un sport rationnel. Et c'est pas le moment où on est le plus rationnel de notre vie, quand on est ado. Et il y a pas un moment où tu pètes un câble, justement, de « Oula, j'en ai marre du tennis ». Eh ben non, pas du tout. Alors, j'ai jamais été comme ça, parce que moi j'avais un caractère vraiment très très calme, très calme, très gentil sur un court. Et justement, parfois j'avais tendance à me faire un peu avoir sur parfois certaines balles, des annonces, tout ça. Je me laissais faire. Donc vraiment je m'énervais jamais, vraiment j'étais vraiment limite trop passive, un peu trop calme. Et donc c'était un petit peu mon défaut au départ. Donc les entraîneurs ils me disaient Pauline, il faut que tu montres un peu plus ton caractère, il faut pas que tu te laisses faire. Et donc au fur et à mesure j'ai réussi à travailler là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas facile au départ, quoi. Bah grave, j'imagine que enfin il y a un monde entre te dire faut que tu montes ton caractère et le moment où t'as le déclic, tu fais ah oui d'accord. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, ça s'apprend, hein. Ça reste, à cet âge-là, j'étais en pleine formation. Donc, il y a énormément de choses à apprendre pour justement, voilà, ça prend des années, hein. Ça prend, je dirais 10 ans, 15 ans pour vraiment bien se développer. Et au niveau des tournois, du coup, toi, à ce moment-là, donc, tu grandis au fur et à mesure et les tournois et ton placement, il évolue petit à petit. Oui. Ou est-ce qu'il y a un moment où tu fais une super bonne année, ou une super bonne saison et où il y a des choses qui se débloquent pour toi? Alors, globalement, j'ai eu une progression assez linéaire. Et donc, moi, j'ai eu du mal sur le passage un petit peu de la seconde série. Donc ça, c'est vraiment un gros cap à passer justement dans le tennis pour en général tous les joueurs, toutes les joueuses. C'est un cap pas facile. Et ensuite, j'ai eu le cap du classement négatif qui était pas facile aussi à passer. Le cap à partir de 0 et moins de 6. Parce que c'est des paliers, c'est des niveaux de jeu qui sont plus élevés. Et donc, j'ai mis un petit peu de temps. Et une fois qu'après j'avais passé ça, j'ai réussi à monter rapidement -15, puis ensuite numéroter. Et puis actuellement, jusqu'à monter à numéro 40 au mieux. C'est fou parce que je me doute pas que ça demande à ce point de l'endurance sur même ton mental. Donc c'est pas que sur le court, le mental il est aussi dans tes classements, dans le fait de voir des trucs qui stagnent, qui avancent petit peu. C'est même là c'est dur quoi.
bien sûr. Et c'est pour ça que le tennis, c'est vraiment un sport sur le long terme. Quand on veut faire de la compète, et c'est vrai que parfois on peut faire une année vraiment pas terrible en termes de résultats. On peut même descendre au classement si vraiment on n'a pas gagné beaucoup de matchs et qu'on n'a pas fait une bonne saison. Mais ça veut pas dire qu'on n'évolue pas. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir les déclics, passer des caps 1 an et demi, 2 ans après. Et le but, c'est vraiment de prendre le point de départ au début, puis regarder 10 ans plus tard. Parce que si c'est sûr que si on prend un an, bah parfois ça peut être vraiment pas terrible. Et parfois on peut faire une super saison, puis ensuite un peu moins bien. Mais au final, entre le point de départ et le point d'arrivée sur 10 ans, bah on a énormément évolué. Et c'est ça qu'il faut voir. Et c'est vrai qu'au tennis, les joueurs perdent quasiment chaque semaine sur les tournois. C'est quand même très rare de gagner un tournoi et de finir vainqueur, de pas perdre 2 matchs sur un tournoi. Ça arrive seulement par exemple, si on prend un grand chelem, il y a 128 joueurs dans le tableau. Il y a pareil en qualif. Donc il y a plus de 250 joueurs qui sont inscrits au départ. Et il y en a qu'un seul qui va pas perdre et une seule qui va pas perdre. Donc, on va dire que la défaite, ça fait partie de la vie des joueurs et des joueuses. Donc, c'est pas un échec. Évidemment, on peut parfois voir ça comme un échec. Oui, ça peut être le cas parfois quand on est vraiment déçu, quand on n'était pas loin de gagner, quand on a eu des balles de match, quand on était vraiment proche de gagner. Mais il faut quand même comprendre que la défaite fait partie du chemin et que c'est de ça aussi qu'on apprend pour évoluer. Et à chaque fois, c'est un petit peu, on tombe pour se relever la semaine d'après, puis on peut retomber, puis retomber. Et à chaque fois, il faut se relever, c'est comme ça qu'on avance. Et quelque part, on se prend des coups tout le temps. En tant que joueur, voilà, parce qu'il y a des moments vraiment difficiles quand on mène, on peut mener, on peut avoir des balles de match, on peut être vraiment bien sur les matchs et se retrouver à perdre. À l'inverse, on peut être très mal et puis réussir à renverser des situations. Et en fait, tant qu'on n'a pas serré la main de l'adversaire et que c'est pas terminé, il peut tout se passer. Donc c'est ça qui est pas facile, dans le bon comme dans le moins bon. Et toi, t'as des modèles, un peu des inspirations à ce moment-là qui t'aident à avoir un espèce de cap, de tenir justement, parce que quand t'es dans cette phase-là où tu dois quand même garder confiance, est-ce que t'as des gens qui te boostent ou des repères que tu trouves? Alors du coup, moi j'étais une grande fan de Roger Federer. Donc je regardais, j'adorais son jeu, j'adorais son style de jeu, tout ce qu'il faisait sur le court, je trouvais ça vraiment très beau. Donc je m'inspirais beaucoup en tout cas dans le jeu, pas forcément mentalement, mais dans le jeu, je m'inspirais beaucoup de lui. Et chez les femmes, j'aimais beaucoup Justine Henin, une Belge, voilà, pareil, je trouvais avec son revers à une main, tout ça, que c'était vraiment un beau jeu. Donc on va dire que je m'inspirais de ces 2 jours-là, plus par rapport au côté tennis, au côté tactique, technique, stratégie. Mais c'est vrai que par rapport au mental, on va dire que j'étais un petit peu lâchée dans la nature. Enfin, j'ai jamais fait vraiment de préparation mentale dans ma carrière. Et au final, elle se faisait, on va dire, plus ou moins naturellement quand je m'entraînais sur le court. Par exemple, quand t'es fatigué, que t'es en fin de semaine, que t'as 4 heures par jour d'entraînement et que là, t'es complètement HS, t'en peux plus, t'as envie de te reposer, mine de rien, quand tu vas t'entraîner, que t'es sur le court, tu travailles quelque part mentalement. Et donc, moi, on va dire que je l'ai plus travaillé comme ça parce que j'avais personne au quotidien qui pouvait m'aider vraiment sur ce côté, cet aspect mental, gestion des émotions. Et donc, c'est un peu moi qui ai trouvé les solutions seule, qui ai dû trouver des solutions pour m'en sortir. Mais j'ai pas eu vraiment d'aide extérieure par rapport à ça. Et comment tu arrives à trouver le coach qui te convient, comment tu vas à ce moment-là, donc dans ta période où tu as 15, 17, 18 ans, comment tu vas dans les tournois? Parce que pendant un moment, je pensais que c'était... moi, je pensais que c'était magique, que les gens, ils allaient au tournoi comme ça, hop là, et puis qu'ils trouvaient des coachs magiques. Magique. Ah ouais, non, c'est... Dommage, hein. Ça aurait pu être bien, mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, les coachs, c'est simple. Alors, soit, il y a différentes options.
Il y a l'option, par exemple, club. Donc, tu t'entraînes dans un club, tu as un entraîneur de club, donc tu as des cours collectifs, tu peux avoir aussi des cours individuels que tu rajoutes en plus. Voilà, donc ça, en général, les profs de club peuvent difficilement partir sur les tournois parce qu'ils sont salariés et qu'ils peuvent pas se libérer comme ça une semaine, 2 semaines. Ils peuvent peut-être le faire une fois ou deux dans l'année, mais pas énormément. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose aussi, c'est que ça, c'est un budget. C'est un budget énorme. C'est-à-dire que si tu as un coach qui voyage avec toi, tu dois payer ses frais. Donc, tu dois payer son hôtel, ses déplacements, ses repas et bien évidemment son salaire aussi. Quand il se déplace 2 semaines avec toi, bah, il faut bien qu'il gagne sa vie. C'est logique. Et donc moi, personnellement, j'ai jamais eu le budget pour ça. Pour avoir un coach qui voyage avec moi au quotidien. Donc, il y a même eu énormément de moments dans ma carrière où je me suis retrouvée seule, à m'entraîner seule parce que je pouvais pas payer un coach. C'était vraiment compliqué. J'avais mon père qui m'aidait un petit peu financièrement, mais bon, c'était très modeste et on n'a jamais eu trop de moyens, donc c'était vraiment pas facile. Donc moi, je me débrouillais. Je me rappelle qu'à l'âge de 15 ans, je partais déjà faire mes tournois toute seule. Je prenais le train déjà à 15 ans. J'étais partie, je me rappelle, de Paris pour aller faire un tournoi à Avignon. J'étais terrorisée, j'avais super peur. Et puis au final, voilà, je l'ai fait. Une fois que je l'ai fait une première fois, après, c'était beaucoup plus facile. Mais oui, donc du coup, tu as les entraîneurs en club qui peuvent difficilement partir. Après, tu as les structures privées comme les académies justement ou les sports-études privés où là, bah, ça coûte plus cher pour s'entraîner qu'en club. Un club, ça reste une association et souvent municipal, tout ça, donc c'est quand même beaucoup moins cher pour s'entraîner. Mais parfois, ça peut être aussi moins bien parce qu'on est 4 sur le court et qu'il y a un petit peu trop de joueurs. Et ensuite, il y a les académies privées, les sports-études privées. Et ensuite, il y a, si on est repéré par la fédération, les pôles France, où là, ben, il y a quand même une belle aide de la fédération, donc les coûts sont moins importants. Mais dans tous les cas, moi, j'étais vraiment à chaque fois soit en petite académie ou en sport-études privées dans des clubs. Et tout simplement, j'avais pas du tout les moyens de payer un entraîneur pour venir avec moi sur les tournois. Donc, je m'entraînais et quand je partais en tournoi, je partais seule. Donc, dès l'âge de 13 ans, je prenais le métro déjà à Paris, j'allais faire mes tournois. Et donc, en fait, j'ai fait ça pendant des années. Et j'ai jamais eu la chance d'avoir un entraîneur avec moi, même quand je suis montée 577e mondial. C'était pareil, quoi. Donc, pas facile. Parce que du coup, quand tu vas en tournoi, t'as des gains aussi. C'est que le premier qui gagne, c'est que la première qui remporte les gains du tournoi ou ça est échelonné sur... Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que sur les tournois jeunes, t'as pas du tout d'argent à gagner. Donc, tous les tournois, on va dire, moins de 18 ans, t'as pas du tout d'argent. Donc, souvent, ils peuvent te donner une petite tenue, ils peuvent te donner des bons d'achat. Tu vois, donc là, bah, pour le coup, il y a rien du tout à gagner. Donc là, c'est vraiment dur. Et à partir des tournois adultes, il faut savoir que, par exemple, une ado de 14 ans peut s'inscrire à un tournoi adulte. Et après, dans les tournois adultes, donc en France, on a le circuit national avec énormément de tournois adultes, des tournois qu'on appelle open. Donc open, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, donc de non classés souvent jusqu'à négatif, numéroté. Enfin, selon la dotation du tournoi, plus la dotation du tournoi est élevée, plus le tournoi va se terminer à un niveau qui sera important parce qu'il y aura des prix intéressants à la fin. Et donc, comment ça se passe sur les tournois français? C'est que on rentre dans le tournoi, on va dire de manière échelonnée. À savoir, quelqu'un qui est non classé va rentrer au tout début du tournoi, qui va durer potentiellement entre 3 semaines et 1 mois. Et au fur et à mesure, les autres vont rentrer en fonction de leur classement. Plus ils sont bien classés, plus ils vont rentrer tard dans le tableau. Et donc, toi, si au départ, t'es non classé, que tu gagnes un match, hop, tu vas jouer à 35. Si tu regagnes un match, tu vas jouer à 34, à 33. Voilà, on va dire que ça fonctionne comme ça jusqu'à être plus ou moins fort en fonction de la dotation du tournoi. Forcément, plus il y a des prix, plus le tournoi est fort à la fin. Et en général, en France, donc il y a le circuit national des grands tournois.
Donc ça, c'est vraiment un circuit avec tous les plus gros tournois français. Donc c'est les tournois où il y a le plus de prix, où il y a le niveau le plus fort. Roland-Garros, par Là, exemple. Alors non, parce que Roland-Garros, en fait, c'est un tournoi qui se situe en France, mais qui fait partie du circuit international. Ok. Donc en fait, on va dire qu'on va le retirer. Il n'est pas du tout dans le circuit national. Là, je parle vraiment du circuit national, des tournois français que n'importe qui en France peut jouer. Parce que Roland-Garros, c'est réservé à l'élite internationale. Ok. Voilà. Et les tournois du circuit national, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que dans d'autres sports, c'est un peu l'équivalent, par exemple, des championnats régionaux ou championnats... Ouais, dans le tennis, c'est ce qu'on a aussi. On a le championnat départemental. Et au-delà de ces tournois-là, tu as justement le circuit international. Où, dans le circuit international, il y a des tournois en France. Mais du coup, qui ne font pas partie du circuit national, qui sont complètement indépendants de ça. Donc, Roland-Garros. C'est pour ça que souvent les gens font l'amalgame entre moi je suis dans les meilleures françaises et ils me demandent est-ce que tu vas faire Roland-Garros? Alors oui, ça pourrait si je joue à l'international, mais il y a le classement français et il y a le classement international qui sont deux classements complètement différents. Je peux très bien être là par exemple donc là j'ai repris un petit classement, mais en décembre, j'étais 40e française, mais j'étais non classée à l'international parce que je jouais pas du tout. Ok. Oui, tu passes. Alors que, par exemple, il y avait des filles qui étaient 50e françaises et qui étaient 1000e ou 950e mondiale. Et ensuite, justement, sur les tournois internationaux, tu vas gagner de l'argent uniquement, on va dire sur les premiers tournois, tu gagnes de l'argent uniquement quand tu es dans le tableau final. Okay. Donc, sur chaque tournoi, tu as des qualifications. Donc, des qualifications et ensuite, tu as le tableau final. Donc, sur la première catégorie, tu vas gagner de l'argent. Mais sur la première catégorie de tournoi pro, international, le premier tour, tu vas gagner $150. Ok, donc admettons que toi, tu es dans les Yvelines et tu dis, ok, je vais commencer à faire des petits tournois internationaux. Oui. Et là, il faut que tu te déplaces, du coup. Je me déplace, imaginons, en Égypte. J'ai fait beaucoup de tournois en Égypte. Et donc, tu as ton billet d'avion à payer. Ouais. Tu as ton hôtel à payer, tes repas, le taxi pour aller de l'aéroport au club. Ou à l'hôtel, les pauses cordage, quand tu casses ton cordage. Donc, tout un tas de frais. Donc, déjà, quand t'as pas encore joué un match, que t'as déjà eu tous ces frais-là. Et donc, au départ, quand t'as pas de classement, forcément, tu n'es jamais dans les tableaux. Parfois, tu rentres même pas dans les qualifs. Donc, il faut essayer d'aller dans des tournois où tu rentres dans les qualifs. Donc, parfois, faut aller loin, faut voyager pour justement arriver à gratter ses premiers points. Et voilà. Et donc, au départ, tu perds énormément d'argent, mais il faut aussi le voir pour moi comme un investissement. Mais c'est vrai que il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce qu'après, tu t'es dans le rouge, en fait, tous les ans. Et si financièrement, t'as pas quelqu'un, soit tes parents ou un sponsor derrière qui te suit, ça devient vite compliqué. Et moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas parce que je suis montée 577e mondiale en faisant une quinzaine de tournois maximum par an. Sachant qu'une saison pleine, c'est quand même plutôt aux alentours de 25-30 tournois à l'année. Ah ouais, c'est énorme. Donc 25-30 tournois à l'année. Moi, j'en faisais la moitié parce que je pouvais pas en faire plus financièrement. À côté, je faisais des tournois français justement pour essayer de gagner un petit peu d'argent pour pouvoir repartir et réinvestir cet argent sur les tournois pro. Et jusqu'au jour où là, je devais me loger. Donc j'étais seule depuis l'âge de 13 ans en métropole. Donc je devais me loger, je devais payer mon loyer, commencer à payer toutes mes charges. Et là, c'était vraiment impossible de continuer à jouer sur le circuit. Et c'est là que j'ai commencé à donner mes premiers cours. Mais donc c'était un arrêt un peu, c'était pas volontaire parce que moi j'avais vraiment envie de continuer forcément, mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'aide, plus d'aide de mon père, pas de sponsor. Ouais, j'allais te demander, t'as trouvé des sponsors ou c'est un truc Non, j'avais juste un sponsor raquette, donc qui me donnait les raquettes, les cordages, les sacs, tout ça. Donc ça, mine de rien, ça me faisait économiser quand même de l'argent. Mais ça me donnait pas d'argent non plus pour partir en tournoi. Donc c'était super d'un côté, mais j'étais quand même limitée sur le budget, quoi. Et les sponsors dans le monde du tennis, c'est quelque chose qui est facile à trouver
ou il faut vraiment se démener, enfin se marketer pour pouvoir trouver des sponsors? Je pense que c'est pas facile à trouver, mais à mon avis, il faut avoir aussi un petit peu de chance. Parfois, tomber sur la bonne personne au bon moment, qui te voit jouer sur un tournoi, avec qui tu accroches bien. Et voilà, je pense que ça joue aussi. Je pense que le fait de jouer les juniors aussi, d'être dans les meilleurs juniors, d'être sur les grands chelems juniors, donc quand on a moins de 18 ans, je pense que ça aide aussi, parce qu'on est vu. Et les marques, ce qu'elles recherchent, c'est des jeunes pour potentiellement signer quand ils sont jeunes, pour ensuite les aider. Donc moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas du tout joué les juniors. J'ai fait uniquement, en fait, j'ai joué les tournois nationaux français, donc je suis montée au classement. Et après, je me suis lancée directement sur les tournois pro. Moi, je dis toujours, c'est comme une petite entreprise que tu dois gérer. Un joueur de tennis, parce que tu dois, on va dire, engager des personnes pour t'aider à évoluer. Tu dois investir sur toi pour, pareil, t'aider à progresser. Mais c'est vrai que tout ça, ça a un coût et un coût très important. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu donnes des cours? Ça fait depuis 2017. Donc, ça fait 7 ans, 7e année, là. Et qu'est-ce que tu vois comme changement de posture entre la Pauline qui est sur le court et qui est la compétitrice, et la Pauline qui accompagne, qui guide, qui justement même parfois peut-être peut rassurer, ou au contraire qui peut apporter les coups de « bon et maintenant tu te bouges, parce qu'il va falloir y aller ». C'est quoi, est-ce que ça pour toi ça a été évident et t'as kiffé tout de suite, ou ça a été un petit moment d'adaptation? Alors, ça a été... pour moi, en fait, dans un coin de ma tête, j'ai toujours eu envie de transmettre ma passion. Et puis, de par mon histoire un petit peu particulière, j'ai eu envie de transmettre. Et je me suis dit, ce serait quand même dommage de pas partager cette expérience, surtout en tant que femme aussi, parce que il y a très peu de coachs femmes que ce soit sur le circuit professionnel, mais également dans les clubs. Dans le tennis en général, ça reste un milieu quand même très masculin. Et donc, j'ai aussi pensé à ça. Et donc, pour moi, ça n'a pas été facile au départ parce qu'il fallait forcément que je me forme sur... là, j'étais plus centrée sur moi, sur comment il fallait que je progresse, sur mes émotions. Là, il fallait vraiment que je me détache de tout ce que je ressentais et ce que je pensais. Et c'était uniquement la personne qui était en face de moi qui comptait. Et donc, le but, c'était parfois, de casser un petit peu mes idées reçues et de me dire, la vérité, c'est la personne qui est en face de moi. Et en fonction de ce qu'elle me montre, moi, je dois m'adapter, je dois trouver des solutions, je dois trouver un langage, des mots, des exercices pour les faire progresser. Et donc ça a pas été facile au départ, mais j'ai vachement appris en parlant avec des coachs, en regardant des vidéos, en me formant, en lisant des livres. Donc, je me suis vraiment bien formée par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, même, je continue d'apprendre parce que je pars du principe qu'on peut apprendre toute sa vie. Et donc, au fur et à mesure, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai passé mes diplômes, donc j'ai aussi appris des choses. Et puis, à force d'enseigner, de faire des choses, j'ai fait parfois des erreurs. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai testé plein d'exercices. Il y en a plein qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas marché. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu te crées tu te forges ton expérience. Et qu'après t'arrives à cibler de plus en plus vite quels sont les problèmes des personnes, comment je peux les résoudre. Les caractères, s'intéresser aussi à l'humain, parce que mine de rien, faire progresser quelqu'un au tennis, c'est pas que taper dans la balle, faire un coup droit, faire un revers. Je pars du principe que l'aspect humain est capital, l'aspect s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi, sur comment elle fonctionne. Est-ce que c'est une personne sensible? Est-ce que c'est une personne qui aime qu'on lui rentre dedans, enfin, tu vois? Donc, il y a tout ça qui est hyper important, et créer une relation aussi de confiance pour tirer la personne vers le haut. J'ai beaucoup appris sur moi et ça m'a fait aussi évoluer dans mon jeu, dans ma vision du jeu. J'allais te demander. Voilà. Et oui, parce que j'ai atteint mon meilleur classement quand j'ai commencé à donner mes cours. Et donc, je m'entraînais beaucoup moins, voire quasiment plus. Je fais juste un petit peu de physique parce que en termes de temps, c'était plus compliqué. Mais malgré ça, j'ai quand même réussi à progresser
parce que je sentais que j'avais une meilleure vision du jeu, j'avais une meilleure compréhension du jeu, parce que le fait de passer du temps à regarder l'autre, à se mettre à la place de l'autre, à réfléchir différemment, tout ça, bah forcément, ça m'a apporté d'autres choses et hyper bénéfique, que ce soit pour le côté joueuse, mais également pour le côté coach. Grave, parce que du coup, même j'imagine que tu te pousses à avoir une meilleure compréhension même de ton adversaire une fois que tu es sur le terrain. Exactement. T'as un meilleur... j'avais l'impression, en fait, d'être un petit peu comme une caméra de surveillance, d'être un petit peu en retrait et de mieux analyser ce qui se passait sur le court. Et donc ça, c'était vraiment hyper intéressant et ça m'a fait gagner beaucoup en maturité, en expérience sur le court aussi. Mais accompagner des gens, c'est super challengeant parce que ça te confronte à toi, en fait. À qu'est-ce qui à tes limites, à qu'est-ce qui t'agace, j'imagine que tu as dû rencontrer des gens qui avaient peut-être les mêmes défauts de tennis que toi. Exactement. Ou des gens qui arrivaient à faire des trucs que peut-être toi t'arrivais peut-être à moins bien faire et du coup il faut réussir à lâcher sur l'ego, enfin sur tout ça, et il y a ceux qui arrivent puis il y a ceux qui n'y arrivent pas, et quand tu arrives à faire partie de ceux qui justement lâchent pour embrasser soit leurs défauts, soit leurs difficultés, en disant ça, allez, c'est pas moi, c'est pas grave, et puis pour y revenir plus tard, c'est ça qui te fait progresser de dingue. Exactement. Et c'est hyper intéressant parce que moi, au départ, j'avais tendance à me dire, je vais fonctionner comme ça et ça va être comme ça. Et au final, par rapport au caractère des personnes que tu as en face de toi, si c'est un enfant, si c'est un adulte, je vais pas fonctionner de la même manière, je vais pas dire les mêmes mots. Il y en a qui vont être sensibles, donc avec ces personnes-là, je vais parler beaucoup plus, je vais expliquer les choses. D'autres qui le sont moins et qui préfèrent qu'on leur rentre dedans, et dès que t'es un peu plus strict, ça marche. Sauf qu'en fait, tu peux pas appliquer ça à tout le monde. C'est que tu dois t'adapter par rapport à chaque individu. Ça va être une manière de fonctionner différente. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, quoi. À quel moment tu te dis que tu vas créer du contenu, du coup? En fait, je faisais régulièrement parfois des petits reportages en tant que réunionnaise. J'avais l'habitude parfois de passer un petit peu à la télé, d'être un petit peu filmée, et à chaque fois j'avais des super retours. Les gens me disaient ah, super Pauline, tu passes bien à la caméra, tu t'exprimes bien. Et moi je j'étais pas forcément trop consciente de ça. Justement, moi je me disais mais non, je me trouvais pas super et tout ça. J'étais un peu dure. Et après je me suis dit tiens, pourquoi pas. Je trouve que dans le tennis, dans le milieu francophone, il y a beaucoup d'hommes qui font du contenu. Beaucoup d'hommes, mais il y a aucune femme qui fait du contenu tennis éducatif, sur des points, sur des vlogs, enfin sur tout un tas de sujets qui concernent le tennis, bien sûr. Et je me suis dit, pourquoi pas, Pauline, est-ce que essaye de le faire? Essaye de le faire. Donc au départ, j'étais vraiment le jour où j'ai posté ma première vidéo, j'étais complètement terrorisée. Parce que j'ai posté, j'avais envie de me cacher, j'avais super peur du regard des autres. Et je me suis dit oh là là, je voyais un peu le côté négatif tout de suite, en me disant je vais me faire critiquer, ça va pas plaire. Limite je voulais retirer la vidéo le soir même. Enfin voilà, j'étais vraiment parce que de base je suis quelqu'un d'assez introverti, assez timide. Et donc j'avais du mal j'ai jamais été trop réseaux sociaux, tout ça. J'avais du mal à trop poster, je suis quelqu'un d'assez discrète, tout ça. Et donc je me suis dit bon, qu'est-ce que ça m'a donné? Et puis au final, j'ai continué de poster. Et j'ai commencé à avoir les premiers retours au bout de 5-6 mois. Et puis après, mon compte a grossi de plus en plus, j'ai fait de plus en plus de vues, la qualité de mes vidéos s'est améliorée, et j'ai eu des excellents retours, énormément de messages positifs, de personnes qui me disaient grâce à toi j'ai réussi à gagner ce match, grâce à toi ça m'a aidé pour passer mon diplôme d'état, tu me motives à jouer au tennis. Et donc du coup je recevais ça au quotidien, et plus je recevais ça, plus moi ça me donnait envie de continuer. Et jusqu'à maintenant où le regard des autres maintenant est quasiment plus important pour moi, parce que quoi que tu fais dans la vie,
Alors, il y aura toujours des gens qui critiqueront, que ce soit en positif ou en négatif. Et je me suis dit, voilà, pour la tonne de messages positifs que j'ai, je vais continuer de le faire, je vais continuer de partager. Et après, j'ai aussi à cœur, parce que là, j'ai partagé énormément de contenu, évidemment que des conseils gratuits. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde et j'apporte vraiment de la valeur. Et ensuite, j'ai aussi un objectif de lancer des programmes en ligne, donc beaucoup plus poussés que ce qu'il y a dans mon contenu gratuit, accessible à tous. Beaucoup plus poussé, beaucoup plus individualisé, pour justement accompagner les joueurs de tennis à progresser et à atteindre le niveau qu'ils ont envie d'atteindre. J'ai l'impression que dans tout ce que tu partages, il y a beaucoup la thématique de la résilience qui revient souvent. Ouais. Entre le fait que, t'as quitté tes racines, c'était pas facile, mais en même temps, c'était pour trouver quelque chose de chouette. Il y a toute une période qui était parfois un peu difficile dans l'avancée, mais en même temps, ça te permettait au bout d'un moment de voir que oui, t'avais progressé. Que dans les vidéos, dans le contenu que tu as pu poster, il y a des trucs qui ont mis du temps à se lancer, mais bon, finalement, en fait, tu as eu des super retours et ça se passe super bien. Enfin, que ton cerveau a vraiment intégré, ça y est, que effort égale à un moment donné récompense. C'est ça. Et que ça va prendre du temps. Ouais, c'est ça, parce que y a des choses qui peuvent prendre du temps. Parfois, on se dit, ah tiens, j'ai envie de poster, ça marche pas tout de suite et on a tendance à lâcher. Alors que ouais, c'est hyper important. Je pense que tout se joue sur le long terme. Et même, on peut essayer pendant 3 mois, 6 mois, ça reste pour moi une période assez courte, quelque part. Donc moi, ça a toujours été dans mon caractère et justement, cette résilience, ça a toujours été quelque chose de fort en moi. Et c'est ça qui m'a fait tenir quand je suis partie à l'âge de 13 ans et c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour moi un moteur. Voilà, et puis le fait de dire que t'arrêtes un peu les tournois pour pouvoir faire plus de cours. Ouais. Et finalement, c'est quasiment ça qui te donne ton meilleur classement en France derrière, quoi. C'est ça qui est incroyable. Vraiment garder en tête, ne lâchez rien, quoi. Parce que même si vous faites un détour, c'est peut-être ça qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Exactement. Il faut rien lâcher. Faut rien lâcher, faut essayer. Surtout dans le tennis, c'est un sport qui demande beaucoup de résilience, beaucoup de temps. Et les comptes, on les fait à la fin, on les fait vraiment sur du long terme, sur 10 ans, sur 15 ans, et non pas au bout d'un an. Au bout d'un an, on peut faire les comptes, mais ça reste du très très court terme. Mais il faut les faire sur une période beaucoup plus longue et aussi faire ce qu'on aime. Si on aime ce qu'on fait, c'est quand même aussi plus simple. Et tu vois la différence entre le tennis masculin, peut-être l'ambiance qu'il peut y avoir dans le tennis masculin et l'ambiance qu'il peut y avoir dans le tennis féminin, ou c'est pareil? Je dirais que sur le circuit professionnel, c'est une ambiance assez particulière parce que chacun fait sa vie. Les filles se parlent pas plus que ça. Après, c'est délicat parce que ça reste un sport individuel. On est toutes concurrentes. Donc c'est vrai que c'est pas facile, on va dire, de tisser des vraies amitiés profondes, même si je pense que ça existe. Et sur le circuit CNGT, l'ambiance est quand même plutôt cool. Donc globalement, c'est toujours à peu près les mêmes filles. Il y a une petite dizaine de filles où on se joue tout le temps, on se voit quasiment toutes les semaines. Et donc là, on se connaît très bien. Donc on mange ensemble, on s'échauffe ensemble, on se voit. Et donc là, c'est vraiment une ambiance complètement différente du circuit professionnel. Ouais, puis comme tu dis que la défaite fait aussi partie du sport. Oui. J'imagine que quand tu perds derrière la fille avec qui tu viens de manger, tu te dis pas waouh, je la déteste. Oui, non, non, mais après c'est bien parce que voilà, pas plus tard que que justement samedi, la fille que j'ai battue sur le fameux match dont j'ai parlé en début de podcast, ouais. On s'est échauffé ensemble avant le match. Donc ça c'est quelque chose que sur le circuit tu ne vois pas du tout, quoi. Tu vois pas du tout s'il y a deux filles qui se jouent en match, vont jamais s'échauffer ensemble et nous après sur le circuit français, voilà, moi j'ai quelques amis
Et on arrive à se détacher de ça et à faire la différence entre le terrain et l'extérieur. Parce que j'imagine que sur le circuit, les enjeux sont tellement lourds et sont tellement grands que... Oui, il y a tellement de points en jeu, il y a tellement d'argent en jeu que quelque part, oui, c'est compréhensible. C'est quoi ton prochain challenge? Alors, l'accompagnement du coup des professionnels, mais au niveau de la voix que tu as envie de porter sur tes contenus. Alors là, sur mes contenus, moi, j'aimerais créer une des plus grosses communautés francophones autour du tennis. Évidemment, en tant que femme, donc aussi aider à pousser le tennis féminin. Dire aux femmes que le tennis, c'est un sport fait pour les femmes, parce que beaucoup de femmes pensent que c'est un sport plutôt masculin. Et donc leur dire non, le tennis, c'est vraiment un sport mixte et essayer de ramener plus de filles, plus de jeunes filles, plus de femmes à jouer au tennis, les fidéliser aussi. Donc leur donner envie avec mes contenus de voir que voilà, on a des conseils d'une femme, donc c'est plutôt positif, je pense, pour elle. Et peut-être en termes de confiance aussi, ça doit changer, parce que, comme je te disais, dans les clubs, y a quasiment pas d'entraîneurs femmes. Voilà. Et ensuite, mon objectif, c'est vraiment d'impacter les joueurs de tennis et les aider grâce à mes programmes, à mes formations, à mes conseils que je donne gratuitement aussi, à les aider à atteindre leur objectif tennistique. Et devenir une référence dans le milieu. Voilà, ça serait ça les objectifs. Surtout que si on a bien compris, si on a chopé le truc en tennis, a priori, ça devrait pouvoir se calquer sur notre vie à nous, quoi. En gros. C'est ça, exactement. Du coup, ma dernière question, ça serait donc après avoir parlé un peu de tout ce qui fait ton parcours, ce qui fait ton quotidien pour toi, la quête de sens, qu'est-ce que c'est? Et si tu devais l'expliquer à un enfant, parce que j'imagine qu'un philosophe, ça n'a pas grand sens, mais du coup, si tu devais expliquer qu'est-ce que c'est que la quête de sens à un enfant, au vu de ton parcours, de toi-même, comment tu l'expliquerais? Très intéressante cette question. Pas facile. Facile. La quête de sens, moi je dirais à un enfant que le matin quand il se réveille, il doit avoir pour moi un moteur dans sa vie et savoir pourquoi le matin il a envie de se lever, qu'est-ce qu'il veut accomplir, dans quel but, et surtout, on va dire, écouter ce qu'il a au plus profond de lui et pas forcément écouter les parents ou ce que les parents veulent ou ce que l'entourage veut pour l'enfant, mais plutôt lui, quelle est sa voix, qu'est-ce que lui a réellement envie de faire au plus profond de lui. Et après, essayer de trouver des moyens sur comment faire. On voit que maintenant, il y a énormément de possibilités avec les réseaux sociaux, il y a des nouveaux métiers, il y a plein de choses qui sont faisables qui ne l'étaient pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc voilà, trouver sa voie, être heureux au quotidien dans ce qu'on fait, parce que faire un métier toute sa vie qu'on n'aime pas, c'est quand même dommage, c'est quand même triste. Tout ça pour plaire aux autres, pour plaire aux parents. Moi je trouve que c'est pas forcément hyper positif. Et le but, c'est de se lever le matin en étant heureux, en étant content d'aller faire ce qu'on va faire, et d'essayer d'apporter sa pierre à l'édifice aux personnes qu'on a envie d'aider, aux choses qu'on a envie de faire, et surtout s'épanouir et kiffer à fond ce qu'on fait, quoi. Est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle tu t'es pas amenée ou quelque chose que tu aurais envie de rajouter? Écoute, non, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je pense que l'entourage aussi est très important. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un super bon entourage familial. Puis après, quand je suis partie jeune, c'était pas facile non plus. Donc, je pense que le fait d'être bien entouré, de bien s'entourer de personnes de confiance, c'est vraiment extrêmement important. Et pas oublier que il faut prendre du plaisir aussi dans la vie. Donc faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, profiter parce qu'on a qu'une vie, on ne sait pas ce qui peut se passer demain.
Et voilà, se lever le matin, se rendre compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé, avoir de la gratitude et voilà, faire réaliser nos rêves. Ça marche, merci beaucoup Pauline. Ben, merci à toi Lucie, c'était super. J'étais ravie de t'avoir sur le podcast et j'espère sincèrement que après avoir écouté cet épisode, ça donnera envie, peut-être à moi la première, de monter sur un cours de tennis et de bouger cet été. Eh ben, j'espère. Écoute, c'est le plus beau sport du monde, alors je t'encourage à... je t'encourage à y aller à fond. C'est vraiment magnifique. En plus, le tennis, tu peux jouer... L'avantage du tennis, c'est que tu peux jouer partout dans le monde, dans tous les pays. Est-ce que tu vas regarder les JO ? Ah, bien sûr, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi. À bientôt. Merci pour votre écoute et surtout d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous inspirera à vous poser encore plus de questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser une bonne note, c'est ce qui donnera de la force à ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ou sur nos réseaux sociaux qui vous aimeriez écouter dans un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et à très vite dans le sens au carré.